donné l'opportunité de présenter ce matin donc, sur les enquêtes internationales que nous apprennent les médias de la France. Je pense que je vais pouvoir aller un peu plus vite que prévu, puisque Francesco, qui est encore là, comme il l'avait anticipé, a un petit peu déjà aborder les résultats pour la France et ce que nous apprennent les enquêtes internationales que je voulais présenter, donc je vais quand même revenir dessus. Finalement, déjà eu une première présentation qui donne les leçons principales. Ce que je voudrais dire, et ça reprend aussi ce que disait Camille en introduction, c'est que ce que nous apprennent les évaluations internationales pour la France, c'est des constats et pas tellement, en tout cas c'est des pistes de solutions, mais pas des solutions clés en main. Et ça c'est vraiment important. C'est pour ça que ce que je vais faire ce matin, c'est à nouveau revenir sur les constats, et ces constats ont déjà été en grande partie présentés, donc ce sera ma lecture, une lecture forcément un petit peu subjective de ce qu'on voit dans les enquêtes, mais des pistes de solutions, ce que ça évoque finalement comme possibilité pour l'action en matière de politique éducative, mais pas des preuves. Puisque effectivement, quand on voit ces constats, on peut avoir des idées de vers quoi il faudrait aller pour améliorer les choses, mais on ne peut pas avoir la preuve que c'est ça qu'il faut faire. On en a parlé déjà plusieurs fois ce matin. On ne peut pas prendre un paramètre du système de Singapour ou un paramètre du système de la Finlande, l'importer et se dire ça y est, c'est fait. Il faut, en fait, en les important, faire de l'expérimentation avec de l'évaluation scientifique qui permet de vérifier que l'hypothèse que l'on a faite de tiens, on va changer telle chose en faisant telle politique éducative qui a l'air d'être mise en place dans des pays qui existent mieux que nous, il faut revérifier que effectivement l'hypothèse est bonne avec une expérimentation scientifique. Donc ça fera partie de la suite de la conférence, mais moi je vais vraiment uniquement en rester finalement au constat et aux pistes de solutions en conclusion. Alors, le constat en 3 temps, parce que je pense, en tout cas ma lecture des enquêtes internationales, c'est qu'elles nous apprennent 3 choses essentielles sur la France. D'une part, on peut, et ça c'est vraiment intéressant maintenant avec les 20 ans de recul, avoir une vision de l'évolution de la performance des élèves français sur le temps long. Alors long, c'est effectivement du moyen terme, mais c'est quand même 20 années d'enquête avec Pearls et avec PISA. TIMSS a commencé en France en 2015, donc on n'a pas encore de recul équivalent. C'est pour ça que je ne veux pas parler de TIMSS, en fait, je vais parler de Pearls et de PISA uniquement. Pour avoir cette évolution. L'évolution, on en a déjà parlé ce matin, c'est plutôt quand même une évolution à la baisse. Mais je rentrerai un peu plus, effectivement, de manière un peu plus différenciée dans ce qu'on voit dans ces évolutions. Ensuite, le deuxième point que je vais vouloir aborder, c'est le poids de l'origine sociale, qui est quelque chose de structurellement marqué en France et anormalement marqué en France. Donc, je vais présenter ça parce que je pense qu'on ne peut pas ne pas parler de cette leçon importante qu'on ne connaissait pas. Les inégalités sociales, ce n'est pas une découverte dans la réussite scolaire. Par contre, ce qu'on ne savait pas avant ces enquêtes internationales, et je pense que c'est vraiment une révélation extrêmement importante, c'est à quel point elles sont beaucoup plus marquées en France qu'ailleurs. Et ça doit nous donner, évidemment, ça nous oblige à réfléchir aux solutions, parce qu'on ne peut pas, et pour l'instant on n'a pas trouvé de solution puisqu'elles restent très élevées, les inégalités sociales. Et puis enfin, une dernière leçon qui me paraît très importante, et Francesco Alzati en a déjà un peu parlé aussi, mais je vais plus m'appesantir peut-être sur ce 3e point, c'est le déficit des élèves français dans les compétences sociales et comportementales, qui paraît également un élément extrêmement à la fois inquiétant, mais aussi un levier d'action possible très intéressant. Alors pour ce qui est de l'évolution, donc je remonte des graphiques que j'ai produits à partir des mêmes données que ce qui a été déjà présenté ce matin, même si le format du graphique est un peu différent. Donc ce qu'on voit ici, c'est avec la ligne pleine, c'est l'évolution depuis que PISA existe de la performance des Français en mathématiques entre 2000 et 2022, qui est la dernière édition. Donc la France, c'est la ligne pleine, et la ligne en pointillé, c'est tous les pays de l'OCDE qui sont présents dans toutes les années. Alors c'est peut-être un peu différent d'ailleurs de ce qui a été présenté, parce qu'en fait, je pense que c'est important d'avoir un échantillon stable de comparaison. Or, l'OCDE a
le périmètre de l'OCDE a changé depuis 2000, donc, et puis d'ailleurs, les pays participent, mais pas à toutes les éditions. Donc là, pour avoir une comparaison vraiment fiable, je n'ai retenu que les 23 pays qui ont participé à toutes les éditions, et pas les 37 pays actuellement de l'OCDE. Ce qu'on voit, c'est qu'on est bien parti. En 2000 et 2003, en mathématiques, la France était plutôt au-dessus de la moyenne. En 2000, c'était assez net et significatif. En 2003, c'était beaucoup plus faible et pas significatif. Et puis après, il y a eu une grande période on a collé la moyenne pendant une grande période qui va de 2006 à 2018. Et puis ensuite, effectivement, vous voyez cette baisse, qui n'est pas une baisse proprement française, mais qui est une baisse internationale de la performance des élèves en 2022, après le Covid. En mathématiques, on la retrouve également en lecture et un peu moins en sciences, même si, pareil, la tendance est baissière, en 2022. Ce que l'on voit, c'est que là, par contre, on commence, même si l'écart n'est pas très important, en 2022, on commence à devenir quand même moins bon que les autres. Donc il y a quand même, mais ça c'est, on n'a pas l'air complètement d'accord sur l'analyse, parce qu'on disait plutôt tout à l'heure dans la session précédente qu'on reste à la moyenne. Who was the Portuguese representative in the national assessments. So they are all highly qualified. I think it would be very interesting to hear them. Before we start, I'm going to do some publicity about the book for a reason. Is that in this book you can find what Elise Hewley was who said today, a little bit more or less. So she wrote a chapter about French for this book. And Tim Oates also has a chapter there. Gune has a chapter there. And João Marocco has a chapter there. So I'm sure they are going to say more than what is in the chapters. But if you want, you can have it. It's a publicity, but it's non-commercial because this is open access. So you can just download it, download all chapters or just your favorite chapters. And so we'll start with Tim Oates, who has worked, who is going to present us the case of England, Scotland, and Sweden. I don't know if you want to speak from here or there. Thank you. Slowly. I'm going to start with some key models for understanding the performance of education systems. I'm going to talk for about 15 minutes, and I will, thank you very much, and I will talk for about 15 minutes, and so I will go quickly through these models. But we have used them for the analysis of performance of education systems around the world very successfully and unrelated. First of all, we do need to be concerned about what we are actually looking for in the data of a national system. And I think we've had some excellent presentations saying about exactly this. We must be looking for attainment, but we should also be looking for attainment at the same time, equity at the same time. We should be looking for attainment, we need to understand the trajectory of improvement of a nation. But we shouldn't just look at the trajectory, we should explain it. And that means we need to look at policy, we need to look at drivers, we need to look at events and how they impact on education and society. We've determined that it's very important to look at between school and within school variation. These are important statistics because these give us quite deep insights into equity across the pupil population. And these are the key models which we've used for understanding system performance. I've worked quite a bit with Bill Schmidt in Michigan. Bill was a key scientific advisor to TIMSS and remains a key scientific advisor to TIMSS and to OECD. With Richard Pratt, he looked at answering a simple question. What is it that high-performing systems have in common? And
and drilling down deeply into performance and ignoring the surface characteristics of systems. He feels that the idea of curriculum coherence is one of the most powerful for looking at performance. Now, that's simply the idea that there is alignment between the aims of the national system, its instructional materials, its pedagogic approaches, and its assessment. And for that you need curriculum control. And that control can be exercised in some countries in a very top-down way. In some other systems it can be very consensual and democratic. But those two ideas are fundamental. We extended the idea of curriculum coherence and the factors that you need to examine to this framework. And when you have coherence across all those factors, curriculum content, pedagogy, funding, inspection, and so on, you tend to have high performance. Of course, that leaves out explanatory factors. You can't do anything about your history. You can't do anything, if you live in Iceland, about the geology of Iceland. So these are also explanatory factors. The control factors are things about which you can have policy. So let's look at Finland for a moment. As everybody in the room knows, Finland was top of PISA in 2000. Only it wasn't. Because it actually was still the Asian nations which were top. But Finland was higher than anybody expected. And that's why it became a country of interest. 30,000 German-speaking researchers alone went to Finland to examine arrangements. I went to a seminar in London at the Finnish embassy, and there Finnish educators said, "We don't know why we've got this score. It's a mystery to us too." Interesting. That was the point at which I began to be very interested in Finland. If you've heard a story about the quality of education in Finland, it will probably be wrong, because it will be based on analyses which fail to understand the trajectory of Finland. Finland really improved in the 1970s and 1980s. Don't forget that it was very near the top in 2000, and it was also near the top in the next two PISA surveys. But then it began to sharply decline. How old were the kids in 2000, the first PISA survey? 15 years of age. Now everybody went to Finland and said, "What are you doing?" And that's the wrong question. The question should have been, what did you do during the 1960s and 1970s? And I'll illustrate that in just a moment. Since that plateau in 2006, we've actually seen continual decline in Finland. And these data are very important. These are from a range of different assessments standardized by Gabriel Pelisaari. And it illustrates exactly the point I'm making. The improvement came during the 1970s, during the 1980s. The plateau, the highest performance, was in 2000 to 2006, and then the sharp decline. We shouldn't be interested in what Finland was doing during 2000 if we want to understand high performance in Finland. We should time travel in 10, and that coincides with the period of improvement in our PISA results. These weren't increasing the autonomy in schools. These were very well designed materials with allied professional development, which helped all teachers in all schools in the primary phase. High control interventions linked to higher performance in reading and mathematics. Highly evidence-based. We've got a high impact of teacher shortages. We've got issues of poor transition between primary and secondary. And we've got very underdeveloped vocational arrangements. So that's Finland. That's England. Very different. Different things are happening. And so now, Scotland. Can I go back? I think I can. It's the red one. Right there, with the red one. Yes, Scotland, very quickly. Previously, Scotland was great in the
courage to adopt a competence-based model. And we've seen since that just a continual period of decline since 2010. A small uptick in reading, but it has been really problematic. 2018 et la seconde participation en 2022, évidemment la réponse simple, voire même simpliste, serait de dire c'est à cause de la pandémie, mais je pense que c'est trop simple d'apporter ce genre de réponse. Je voudrais d'abord, si vous permettez, rappeler participation du Maroc aux différentes évaluations internationales, que ce soit TIMSS depuis 1999, Pulse depuis 2001, dernièrement PISA en 2018 puis en 2022. Malgré une certaine tendance à une petite amélioration, on peut constater que le niveau moyen reste quand même très très faible. Donc c'est un constat. Alors, peut-être un élément de réponse, pourquoi participer à toutes ces évaluations. Je voudrais là juste dire que depuis l'année 2000, le Maroc a commencé un certain nombre de réformes. Je n'aurai pas le temps de citer toutes les réformes que nous avons eues depuis 20 ans. Et l'idée, en fait, de participer à ces évaluations, c'est d'avoir en fait un accompagnement donc, de ces réformes. La première étant a été encadrée par la Charte nationale d'éducation et de formation, et depuis, en fait, on a accumulé des participations. C'est vrai que la pandémie a eu son effet négatif sur les apprentissages, mais comme je l'ai dit, ça n'explique pas tout. En tout cas, même avant la pandémie, le niveau était très bas. C'est quelque chose qui a été en fait, constaté dans les évaluations internationales, mais confirmé aussi par le programme national d'évaluation des acquis, puisque nous avons donc, un programme au Maroc qui s'appelle le PNEA, le programme national d'évaluation des acquis, qui est conduit par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Donc, alors les constats qu'on peut tirer, essayons d'avoir une vue un peu globale, c'est que l'ensemble des réformes que nous avons eues entre 2000 et 2020, certes, on peut voir qu'il y a une certaine amélioration, mais ces améliorations sont très lentes. On peut même voir qu'il y a une certaine saturation. Et puis, l'expérience qu'on a vécue avec la pandémie, c'est que en fait, les résultats sont très très fragiles. Donc, le premier constat que nous avons tiré, c'est ce triple constat, un rythme lent, une saturation de ce que nous avons pu obtenir jusqu'en 2000 et une fragilité inquiétante puisque dès qu'il y a une perturbation, en fait, les résultats rechutent. Alors, c'est caractéristique de ces réformes, c'est qu'ils étaient partiels, dans le sens qu'ils n'ont touché que l'une des composantes du curriculum au sens large. On a eu des réformes d'approche de l'enseignement, par la suite des réformes de programme, des contenus de programme. Dans les années 2008, on a fait une réforme des examens, la façon de passer les examens, et la formation continue, la formation initiale. À chaque fois, la réforme a touché une partie, et non pas l'ensemble du curriculum. Et là, ça nous amène, la remarque amène directement à la nécessité d'avoir une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus intégrée, qui doit viser l'ensemble des acteurs.